je vais vous parler de créationnisme un petit peu. Alors, je vous ai prévu 2 conférences potentielles, parce qu'en fait, j'ai 2 conférences sur le créationnisme. Alors, et du coup, j'ai choisi pour vous. Hein, je suis désolé, on va pas pouvoir faire tout. Hop, et donc, on va parler de créationnisme et de conspirationnisme, parce qu'en fait, il y a des coïncidences, il y a des liens entre les deux, et vous verrez à la conclusion pourquoi c'est intéressant. Alors, le créationnisme, en gros, je ne vais pas vous apprendre grand-chose, c'est essentiellement un rejet de la théorie d'évolution, donc une doctrine où le monde est créé par une entité, pas n'importe laquelle, hein, une entité qui a pour projet vous, et moi l'humain, enfin, pas n'importe quel humain, le croyant. Hein. Donc j'ai une photo satellite du créationnisme, qui est une vision du monde où on est relativement confortable, on est au centre de l'univers, tout se passe bien, et donc il y a un sentiment de contrôle très fort apporté par cette doctrine-là, donc c'est pour ça que ça marche bien. Et donc, alors, pour pas dire le mot créationnisme, je parle d'anti-évolutionnisme, parce qu'eux adorent parler des évolutionnistes, comme si ça existait, l'évolutionnisme comme idéologie. Ils adorent faire ça, ils adorent dire que c'est pas de la science, c'est de l'idéologie. Donc je vais parler des anti-évolutionnistes. Et en fait, leur vision du monde, on peut en faire un arbre phylogénétique, c'est ça qui est rigolo. Donc, en gros, il y a différents parfums, il y a le fixisme de base, avec, alors c'est très lié au théisme, hein, avec un créationnisme Terre jeune, alors la Terre a 10 000 ans, ou 6 000 ans. Pour ne rien vous cacher, la Terre a été créée le 23 octobre 4004 avant Jésus-Christ, à 18 h. C'est James Ussher qui a calculé ça, hein, je n'invente rien. Et donc voilà, parce que la Bible est littéralement vraie, donc on a les jours de création, voilà. Ou bien une version un petit peu plus concordiste, avec le créationnisme Terre vieille. On admet qu'il y a 4 milliards d'années ou 13 milliards pour l'univers, mais les 7 jours de la Bible sont des jours R, des périodes, bon voilà. Donc ça c'est très fixiste. On a tout ce qui va être plutôt déiste, à savoir qu'il n'y a pas de texte sacré, et donc on est plus cool sur le timing. Alors on est ou fixiste ou transformiste, voilà, bon. Et du côté vraiment transformiste, on a l'intelligent design et la pensée. L'intelligent design, on en a parlé hier avec Guillaume Lecointre, hein. C'est cette idée que voilà que tout est programmé. On a un programme, c'est décidé dès le départ, et donc tous les accidents qui nous arrivent sont écrits soit dans l'ADN carrément, soit dans le cosmos. Bon. Et la pensée dirigée, c'est moins surnaturel, c'est le fait que quelque chose dans l'univers a ensemencé la Terre, et donc ça rejoint tout ce qui va être néo-éphémérisme, théorie des anciens astronautes, qui dit que les E.T. sont venus sur Terre il y a longtemps. Et ils ont fait des trucs différents. Et en l'occurrence, là, c'est la thèse où ils ont ensemencé la Terre avec ça. Bon, ouais. Donc ça, c'est pas tellement évolution. Hein. Encore que la dernière, ça pourrait être des êtres évolués qui sont venus. Hein. On n'a pas la preuve que c'est pas vrai. Mais on a tout ça, et ça, c'est beaucoup plus confortable et satisfaisant que votre théorie à vous, où on ne sait pas où ça va commencer, on ne sait pas bien comment ça marche, et on doit faire des graphes bizarres pour comprendre un peu ce qui se passe. Donc là, c'est beaucoup mieux rangé finalement. Donc ils sont plus contents d'eux. Et le point commun de tout ça, tous les parfums, c'est que vous avez un projet, il y a une volonté, comme ça, qui organise le monde, et par conséquent, puisque quelqu'un décide de comment le monde est organisé, on est en sécurité, il ne peut pas se passer n'importe quoi. Si vous retirez ça, d'un seul coup, il y a des astéroïdes, il y a des épidémies, et c'est beaucoup moins sympa, en fait. Hein. Donc, voilà. Donc, la théorie d'évolution, c'est une théorie, donc c'est le grand paradigme de la biologie, qui fout en l'air le design, qui fout en l'air le fait que nous, on sera au centre de l'univers. Non, bah désolé, voilà, désolé. Adapte ou crève, voilà. Et l'être humain n'est pas si spécial que ça. On n'est pas au centre, on est à la périphérie du buisson. Et donc ça, c'est beaucoup moins sympa. Et en plus, avec une théorie. Just une théorie. J'aime beaucoup alors, tout est une théorie. Hein. Je vous rappelle que l'atome est une théorie, le climat est une théorie, et pourtant ça marche. Bon. Et donc, les gens qui n'aiment pas la théorie d'évolution vont vous rappeler que ce n'est qu'une théorie parce qu'ils aiment bien utiliser ce mot dans le sens vulgaire du terme, bref. Et donc, quand on en revient à la théorie, elle est contre-intuitive, et c'est pour ça qu'elle pose problème. Elle est embêtante parce qu'on a plein d'intuitions dans notre tête. Et si le monde fonctionnait conformément à ce que notre cerveau nous dit, la science ne servirait à rien. On aurait accès à la réalité. Je trouve que c'est pas trop le cas, et je vais vous le démontrer tout de suite. Hein. Et donc on a quelques intuitions comme ça, fausses, et la théorie vient nous dire que on a tort, non, l'humain n'est pas si spécial que ça. Alors nous sommes des animaux, bon, il y en a qui s'énervent, mais c'est comme ça. Nos ancêtres, on a vu hein, des images de grand-maman, bon, elle n'était pas comme nous.
et c'est pas un problème, il faut la respecter comme elle est. Les espèces, M. Le Gointre l'a rappelé hier, n'existent pas. Il y a du hasard dans tout ça. Alors, il n'y a pas que du hasard, hein, mais il y a du hasard, et ça, on n'aime pas trop le cerveau. Le hasard, c'est son grand ennemi. On n'est pas très spéciaux, et la nature, elle n'a pas d'intention. Ça, je vais y revenir. Et donc, on a dans notre crâne un truc comme ça qui est très très bien, qui marche. Le vôtre est superbe. Votre cerveau est superbe, hein, j'en suis sûr. Et il fait 3 choses très bien. Il veut vous garder en vie en répondant aux besoins de nourriture, de partenaires pour jouer au Scrabble, et très loin du danger. Et pour ça, il a une capacité, je vais le graver, à reconnaître les formes. Le cerveau, il est très fort pour reconnaître les formes, pour voir des régularités, pour anticiper les choses, donc pour nous garder en vie. Et donc, je vais vous le démontrer. Le cerveau, il est très très balèze pour un truc. Alors, on n'est pas fortiche pour les mathématiques et statistiques. Voilà. En revanche, pour les ragots, non mais les ragots, le commérage est une activité extrêmement compliquée, extrêmement codifiée et très utile. Votre réputation, avant qu'on invente les billets de banque, on avait que ça. Hein. Donc, et il est fort pour ça. Vous êtes tous des gens normaux, avec une intelligence supérieure, sans doute, hein, je vous flatte un peu. Et vous voyez tous, sur cet écran, des visages qui sont pas là. Donc vous voyez tous, alors je décris, c'est un poivron, coupé en deux. C'est un balai, un lave-linge et un réveil. Bon. Mais effet 1, on voit tous des visages. Qui voit pas de visage? Donc vous allez bien. Et vous voyez des émotions. Le poivron, il est en colère. Le balai, il n'est pas de bon poil. Le lave-linge, il est malade. Et le réveil, il est embêté, je pense qu'il est en retard. Donc, on voit des visages un peu humains et on détecte des intentions, des émotions humaines dans des objets. Le balai, il s'en fout, hein. Ouais. Bon, pourquoi? Alors, parce que comme je n'ai pas le temps, je vous l'ai fait en 2 secondes, le cerveau, il a plutôt intérêt à ne pas rater une émotion comme celle du poivron. Si dans la nature, un truc qui ressemble à un poivron comme ça bouge vers vous, il faut être en alerte. Hein. Donc, il ne faut pas rater l'information. Donc, ceux qui voient trop d'émotions se sentent bien, ceux qui n'en voient pas se font bouffer. Bon. Et pour finir, je vous présente Isabelle. Isabelle est une tomate. Donc, effet 1, on voit un visage. Effet 2, on détecte qu'Isabelle, elle est plutôt triste. Et effet 3, regardez-la bien. Vous êtes normaux et vous commencez à être triste pour Isabelle. Alors que c'est la guerre en Ukraine. Et qu'on a moins d'empathie. Vous êtes donc, et c'est triste, hein, plus empathique pour une tomate que pour des gens qui meurent actuellement, pas si moins que ça. Bon. Vous êtes normaux. Voilà. Quand on est normaux, on voit ça, alors que c'est quand même très éloigné de la réalité. Je continue sur les visages. Vous avez ici un visage avec une ombre d'un arbre sur un mur. Vous voyez donc le visage est vu de face. À droite, il est éclairé. Donc là, vous avez, là, vous avez la bouche, le nez, un œil, le menton avec une petite fossette. Ok? Une fois qu'on l'a vu, c'est bon. Donc c'est des formes, des signaux un petit peu ambigus. Il faut attendre de reconnaître tout pour le voir. Vous voyez, donc le cerveau reconstruit. Il n'y a pas de visage. Hein. Et là non plus, il n'y a pas de visage. Et pourtant, là, on est en empathie aussi, parce qu'on dit, mince, ça ressemble à une gueule cassée de la Grande Guerre, qu'est-ce qui lui arrive à ce monsieur? On n'aimerait même pas être à sa place, que c'est triste. Et pourtant, la photo, tout se passe bien, c'est jamais dans le bon sens, elle est comme ça, la photo. Et là, je vous regarde, j'attends que vous voyiez le chien. Qui ne voit pas le chien? On lève la main. Alors, il y a des gens qu'il faut aider. La truffe du chien, oreille, œil du chien, sa queue, il est dans son panier couché, le chien. Et pourtant, regardez, votre hémisphère droit va vous dire « Mais si, il y a un visage. » Mais non, c'est un chien. Mais si. Bon, bref. Votre cerveau est incorrigible. Vous ne pouvez pas corriger. Donc, les gens qui n'arrivent pas à voir les choses que la théorie dit ne font pas exprès. Ils ont des intuitions, comme vous, comme moi, et ils voient des choses qui ne sont pas là. Alors, dernier exemple. Hop, là, vous avez un disque orange qui ne change pas de taille, mais dans le contexte, on n'arrive pas à le voir. On a l'impression que ça change. Bon, donc je vous dis, je vais cracher. Et là, vous avez un toast. Vendu 24 ou 25 000 $, parce que c'est la Vierge Marie. C'est qui d'autre? Qui d'autre serait dessus, hein
Si c'est ma grand-mère, on s'en fout. Mais si c'est le Vierge Marie, c'est un chose. Donc, moi, je fais des toasts tous les matins et je n'arrive pas à les vendre. Mais bon. Donc, spontanément, tout le monde voit ces choses-là. Spontanément, tout le monde voit les spirales. Pourtant, il n'y en a pas. Regardez, c'est quoi des cercles? Je retiens le cercle. Spirale? Oui. Non. Spirale? Oui. Non. Non. Donc, votre cerveau, il n'est pas fait pour voir tout ce que l'humain peut... Non, en gros, il est adapté à son environnement, très très bien, mais l'environnement actuel, avec des téléphones, avec des écrans plats comme ça, c'est pas naturel, pas normal. Donc, ce qu'on fait avec notre cerveau ne correspond pas à ce qu'on veut faire avec. Mais la mise à jour n'est pas arrivée. Donc, vous êtes on va rester comme ça. Donc, votre cerveau, il est venu avec plein de biais. Vous avez sur Wikipédia la page biais cognitifs avec cette image magnifique, avec 4 grands secteurs d'erreurs possibles pour le cerveau. Le cerveau, il fait quoi? Il cherche à se rappeler de choses. Donc, la mémoire, c'est très compliqué et c'est pas infini. Donc, il faut faire des choix. Et le choix, il n'est pas fait consciemment. Donc, on oublie des choses. Il faut qu'on gère les informations même au temps présent. Donc, il faut réagir. Donc, comme il y a trop d'infos, on va sélectionner ce qui est plus saillant, ce qui a plus de valeur. Et on peut se tromper. Il faut que ça ait du sens. Si ça n'a pas de sens, on ne va pas retenir. Si l'image de l'arbre sur le mur n'avait pas la forme d'un visage, on ne pourra pas la retenir. Maintenant que vous avez vu le visage, l'image, elle est un peu restée. Et puis, il faut réagir vite, parce que sinon, le poivron, il va vous sauter la figure. Hein. Donc, le cerveau, il faut qu'il réagisse vite pour nous garder en vie. Donc, il fait des choix, des compromis. Et ce n'est pas des malfaçons. Un biais cognitif, ce n'est pas que le cerveau est mal foutu. C'est que le cerveau, il est là pour faire des choses, et il s'en fout de ce que vous voulez. Lui, il veut vous garder en vie, et vous ayez des petits après. Voilà. Donc, si vous faites tout ça comme il faut, vous allez vous reproduire. Et donc, ce décalage-là, c'est pour ça qu'on se trompe si souvent. Il y a des gens parfaitement intelligents, normaux et pas fous, qui se plantent tout le temps parce que le cerveau fait autre chose que ce qu'on croit qu'il fait. Alors, après, donc là, en fait, cette conférence, elle fait 1 heure, hein, mais j'ai fait plein de coupes. Donc là, j'ai une coupe, je vous l'ai fait quand même, mais bon, il y avait un test de télépathie, je mets une chaise là, et puis on fait tous un test, et ça marche. Donc, vous voyez, donc ça marche. C'est qu'en fait, quelqu'un qui est sur une chaise, et si je mets un objet dans un sac, et que l'objet est invisible, et que je lui demande de vous envoyer mentalement le nom de l'objet, vous le recevez. Parce que vous savez ce qu'il y a dans le sac. Mais parce que vous savez, si je retire l'objet sans qu'il le sache et que j'en mets un autre, vous savez qu'il se trompe sur ce qu'il y a dans le sac. Donc on est tous capables d'inférer ce que les gens pensent d'objets qu'on sait être là ou pas là, mais donc, en gros c'est la théorie d'esprit. La théorie d'esprit, je vous la montre avec un exemple qu'on montre à des enfants. Donc là, entre 3 et 4 ans, il y a un truc qui change. Avant 4 ans, quand on montre aux enfants, voilà, Sally à gauche, elle a un panier, à droite, il y a Anne qui a une boîte, Sally, elle a une bille, elle la range dans son panier, et puis elle s'en va, et puis Anne, c'est une coquine, elle prend la bille, elle la met dans sa boîte. Alors quand Sally revient, où est-ce qu'elle cherche sa bille? Bon, vous qui êtes grand, vous dites, elle la cherche dans son panier, vu que c'est là qu'elle l'a posée. Mais à 3 ans, l'enfant voit que la bille, elle est dans la boîte. Alors pourquoi cette conne irait la chercher dans le panier? À 3 ans, je sais que la bille est là, donc elle y va. À 3 ans, je ne sais pas que ce que Sally sait est différent de ce que moi je sais. Donc à 3 ans, si je veux me cacher là, il dit « Ah, vous ne me voyez plus !» Et en fait, si. Voilà. Parce que je ne sais pas que ce que je sais, c'est pas ce que vous savez vous. Donc, la théorie d'esprit, c'est plus complexe que ça. Il y a 4 niveaux, 4 ordres. Le premier ordre, c'est de comprendre ce que l'autre pense. Donc, vous avez compris que Sally pensait que sa bille était dans son panier. Bon. Le second ordre, c'est d'inférer ce que quelqu'un pense d'un tiers. Donc, personne n'est étonné quand je vous dis que Frédéric pense que Sally va chercher la bille dans le panier. Parce que vous savez que Frédéric va inférer que Sally a une information et donc elle va juger par rapport à ça. Bon. Troisième niveau, c'est faire en sorte que l'autre comprenne ce que je suis en train de dire, c'est ce que c'est maintenant. Je tente de vous expliquer la théorie de l'esprit, et c'est pas possible, j'y arrive mal. Bon. Et le quatrième ordre, c'est vous faire croire que je pense un truc que je ne pense pas, ça porte un nom, c'est le mensonge. Et ça, mesdames et messieurs, jusqu'à preuve du contraire à l'heure actuelle, à ma connaissance, c'est le propre de l'homme. Alors, c'est moins flatteur que d'autres, hein, mais là, c'est le... on n'a pas retrouvé de preuves univoques de mensonges chez les animaux. Alors, il y a plein de signaux pas honnêtes, hein, mais c'est pas conscient, il n'y a pas le désir de tromper. Bon. Et donc, cette théorie de l'esprit fait que l'être humain normal est habitué à interagir avec
la vie interne. Nous interagissons beaucoup plus avec l'esprit des gens qu'avec leur corps, sauf les boxeurs ou les dames qui font un travail très ancien. On interagit avec l'esprit des gens, ou les masseurs, les kinés, voilà. Bon. Et donc on est habitué à le faire sans se tromper. On infère les intentions des gens, leurs émotions, et on se trompe assez peu. Et quand on fait des ragots, on dit, attends, Mireille, elle a dit ça sur Jean-François, et on se trompe pas souvent, on se trompe pas souvent. Et comme on est habitué à pas se tromper, on oublie à quel point c'est complexe. Et comme on oublie à quel point c'est complexe, on oublie toutes les étapes où ça pourrait mal se passer. Et donc on est sûr que les inférences qu'on fait sont en contact avec le réel, et donc que c'est immédiat, et donc on se plante. Bon, j'accélère. Dans le passé, donc on inférait, puisqu'on est habitué à interagir avec des humains qui ont une vie interne, on va attribuer à plein de choses de notre environnement qu'on ne comprend pas à une intention spontanée. Donc c'est normal de penser qu'il y a des esprits dans la nature qui produisent des choses qu'on ne comprend pas, spontanément. Et donc, in fine, ça produit des inférences très fortes, voilà, qui ont un grand succès bref, je passe. Mais c'est naturel, c'est normal d'avoir ces inférences-là. Et donc, on est aussi très fort pour lire de la causalité. Vous savez que j'ai une télécommande et que quand j'appuie, ça bouge. C'est comme si, aussi vrai que vous voyez que le papillon est orange, vous voyez que quand j'appuie, ça bouge. Donc vous avez un sens de la causalité assez immédiat, et on aime bien mettre les choses en correspondance, et donc la théorie du chaos nous a montré le contraire. On a tendance à penser que des conséquences importantes doivent avoir des causes importantes. Et donc, l'univers, la nature, les oiseaux, les forêts, c'est quand même des conséquences vachement bien foutues. Donc il faudrait que c'est des causes bien foutues. Donc voilà. Donc, quand on veut expliquer l'univers, il nous faut une cause vachement classe. Et c'est normal de penser comme ça spontanément. Bon. Et du coup, tout le problème des créationnistes, c'est que leur monde est organisé autour d'une entité. Donc ils imaginent qu'une entité dirige le monde. Donc là, j'ai mis un chien de prairie parce que eux, c'est des animaux qui sont constamment flippés, hein, tout ça. Et nous, on a intérêt, voilà, on a hérité du cerveau des petites bestioles qui se faisaient bouffer par les grosses. Donc on est constamment en quête d'informations au cas où il y aurait un danger. L'entité invisible, elle est cachée et irréfutable. Qui, ici, a la preuve qu'il n'y a pas un Dieu? Moi non plus. Bon, donc on n'a pas la preuve, donc c'est compliqué. Il y a un dualisme fondamental dans le cerveau humain. On aime bien séparer les objets réels, physiques, et les objets psychologiques invisibles. Et donc, spontanément, il y a des systèmes de croyances où on a un monde invisible qui est plus important. C'est là que se joue notre vrai destin. Voilà. L'anti-évolutionniste, le créationniste, il est spécial, puisqu'il est au courant du plan du patron de l'univers. C'est pas rien. C'est extrêmement valorisant, donc, et ça rassure. Voilà. Dès qu'il y a un truc qui se produit que je ne comprends pas, je vais l'attribuer à ma cause préférée. Parce qu'au cas où j'aurais raison, tant mieux. Au cas où j'aurais tort, il faudrait me convaincre, et ça va être très dur. Et les coïncidences n'existent pas. On va lire des signes, on aura des synchronicités, on aura des miracles, on aura des trucs qu'on ne comprend pas. Et donc, voilà. On a un système de croyances très, très fortiche pour se défendre. C'est très compliqué d'arriver et dire aux gens que c'est faux. Et donc, la théorie d'évolution, elle arrive et dit, en fait, non, c'est un peu plus compliqué que ça, et en même temps plus simple, parce qu'il y a moins de surnaturel. Donc, quand la nature est toute seule, c'est quand même plus simple, d'un point de vue épistémologique. Et les gens résistent un peu à ça. Et si on retire Darwin et qu'à la place on met les théories du complot, et regardez bien, le reste va rester. Quand on croit à une théorie du complot, alors je dis pas, les complots existent, hein. Jules César a été tué par un complot, ça existe. Mais le complotisme, c'est considérer que d'emblée, je suppose qu'il y a un complot, des reptiliens, des juifs, des femmes, des féministes, des fachos, de tout, voilà, qui organisent des choses. Et si j'ai ça en hypothèse et que je veux vérifier que c'est vrai, si je cherche des preuves, je vais en trouver. Toute preuve qu'il n'y a pas de complot est une preuve que le complot est bien foutu. Donc, le conspirationniste, il voit une entité qui dirige le monde. L'entité, elle est cachée, invisible, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de complot, je viens de vous le dire. Le dualisme, c'est que le vrai pouvoir, il est caché, il est en coulisses. Les hommes politiques ne sont que des marionnettes. Le complotiste, et là c'est un des traits psychologiques les plus flagrants, on l'a démontré, c'est robuste, il se sent spécial. Alors ici, on n'a que des gens spéciaux, comme moi,
On est tous très spéciaux, mais le conspirationniste, quand on fait des tests, il est plus spécial. Parce que lui, il a accès à un truc que vous n'avez pas, il sait qu'il y a des comploteurs qui complotent, et lui, il en parle sur Internet, il sait que les comploteurs savent qu'il sait qu'ils savent qu'ils savent qu'ils savent. Donc il est très spécial. Et moi, je parle avec un mec qui croit qu'il y a une guerre galactique, que la Terre est une prison, et lui, il est au courant, et des gens meurent autour de lui. Voilà. Le FBI le poursuit. D'ailleurs, il a été un peu en prison, mais pour d'autres raisons, parce que c'était un escroc. Ouais. Bon. Alors, et dès que c'est compliqué, que je ne comprends pas, spontanément, est-ce que mon complot préféré pourrait pas expliquer ce qui se passe? Souvent oui, voilà. Il n'y a pas de coïncidence. Hein, les coïncidences, c'est ce qu'on veut vous faire croire. Bref. Et donc, les théories du complot ont pour point commun avec les différents créationnismes, qu'il y a un projet, il y a une volonté générale qui décide de comment le monde est organisé, et tout le pouvoir est là. Et donc, alors, est-ce que vous connaissez est-ce que j'ai marqué les chemtrails? Qui ne connaît pas les chemtrails? Vous êtes... Ouais. Il me reste un peu de temps, je vais vous en parler. Là, il va se passer un truc, je prends un risque. Ceux qui ne connaissent pas les chemtrails ne peuvent pas y croire. Je vais vous l'expliquer. Il y a un risque que vous y croyez. C'est le problème lorsqu'on veut débunker des théories bizarres, c'est qu'il faut qu'on en parle. Et donc quand on en parle, il y a un effet stressant possible. Donc les chemtrails, donc ça vient de trails, traînées chemical, c'est l'idée que les traînées dans le ciel, faits par les avions, sont des produits chimiques qu'on répand pour vous rendre ou stérile, ou gay, ou démocrate, ou républicain, si vous voulez, enfin en tout cas obéissant. Et alors, il n'y a pas de preuve que c'est pas vrai. Hein. Voilà, ils rendent les grenouilles gays, disait M. Jones il y a quelques temps. Mais l'une des réponses possibles aux théories du complot, c'est de demander mais où est-ce que vivent les méchants comploteurs? Est-ce que c'est au-dessus ou en dessous des nuages? En dessous? Ah bon? Du coup, peut-être. Alors, du coup, la réponse est oui, mais eux, ils ont l'antidote. Bon. Donc, toujours est-il qu'on peut imaginer plein de choses. Et maintenant, on a QAnon, qui n'est pas dans la liste, mais qui est là. On a plein de récits comme ça, qui marchent bien parce qu'ils répondent à des besoins psychologiques. Et autrefois, on avait ça. Et donc, moi, ma théorie, c'est que s'il y a moins de gens qui croient dans les religions et plus ils croient au complot, parce que ça répond aux mêmes choses. Et donc, cette comparaison entre créationnisme et conspirationnisme, j'étais un des premiers à en parler, et je suis content parce que dans la science, maintenant, la science valide, et les chercheurs français qui ont montré qu'il y avait des traits psychologiques communs, notamment dans le biais téléologique, qui consiste à attribuer des buts aux objets de la nature, et à dire que puisqu'ils répondent à tel but, alors c'est la raison d'être. C'est le pour dont on parle parfois en biologie, voilà. 2 minutes? Non, c'est un mensonge, c'est pas vrai. Il m'en reste 7. Et donc, pour conclure, l'hypothèse que j'ai, et là c'est vraiment hypothétique, c'est que puisque les deux marchent de manière un peu semblable, le fait de comprendre la théorie d'évolution permet d'inhiber certaines intuitions fautives. Alors, une inhibition en psychologie, c'est le fait d'exercer un contrôle sur ce qu'on croit. Je m'arrête, je freine, je me dis, mais pourquoi je pense ce que je pense? Donc, voilà. Forme de contrôle qui nous permet de résister aux habitudes, aux automatismes, aux tentations, aux distractions ou interférences. Et donc, puisqu'on peut inhiber nos intuitions quand on comprend mieux la théorie de l'évolution, et que ces intuitions fautives sont les mêmes qu'on retrouve dans la pensée conspirationniste, mon hypothèse est que si on apprend aux gens ce que dit la théorie de l'évolution, ça peut les immuniser en partie contre le conspirationnisme. Et ça peut avoir un intérêt sociétal, éventuellement. Et donc, pour finir l'image, c'est que le finalisme, c'est l'idée que, donc le biais théologique, que les objets sont là pour répondre à des buts. Donc, vous avez une photo. Alors, la photo, le trou est venu après, en vrai. Hein. Mais donc, vous avez un arbre qui enjambe un trou. Et donc, le finalisme, c'est dire que l'arbre a des racines pour enjamber le trou. On le voit bien que c'est ce qui se passe. Le créationniste dit, bah l'arbre, il est quand même pas assez fortiche. Quelqu'un l'a aidé. On l'a doté de racines pour enjamber le trou. Et le créationniste vous dit, on veut vous cacher pourquoi l'arbre voulait enjamber le trou. Bah, cette théorie un peu à la con, là, on ne pourra pas la voir si on n'a pas ça au départ. Donc, on peut inhiber la pensée complotiste en expliquant qu'il n'y a pas de pour, qu'il n'y a pas de projet.
c'est une hypothèse de travail, donc j'ai pas de preuves, hein, mais puisque je le dis et j'ai le micro, j'ai raison. Donc je vous remercie pour votre attention. J'ai des bouquins sur la question, et il me reste un quart d'heure de questions, c'est ça?